Bienvenue dans Semaine en 45, Madame, Messieurs. L'actualité reste dominée sur le 101er jour du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il totalise donc 100 jours à la tête de la nation congolaise. Et comme ça, nous allons faire le point sur le bilan et perspectives du président de la République, comme le veut la tradition, évidemment. Et de l'autre côté, nous ferons aussi le point sur cette affaire qui devient un feuilleton sur le forage et lampadaire à Kinshasa, et ça ne cesse d'écouler l'encre et beaucoup de salive. Alors tenez le procureur près de la cour de cassation, le procureur général près de la cour de cassation, Firmin Vondé, a eu à émettre dans une correspondance adressée au directeur de la DGM, Direction Générale des Migrations. Il a eu à introduire cela pour demander au directeur général de faire en sorte que le ministre de Finances, Nicolas Kazadi, et son collègue François Roubota, le ministre de Développement Rural, et ainsi que Guy Mikoulou, de ne pas quitter la ville-province de Kinshasa, puisqu'il y a une procédure judiciaire qui est en cours. Et par cette correspondance, Firmin Vondé entend donc être éclairci sur ces dossiers de forage et des lampadaires qui ont été jusque-là qui n'ont pas donné des résultats, s'il faut les dire tout simplement. Et avec moi, dans ces beaux plateaux, nous allons donc échanger autour de ces deux thématiques précitées. Et Patrick Piana, qui est cadre de l'UDPS Tshisekedi, il est là avec nous. Il va donc faire le point autour de ces deux sujets. Patrick Piana, bienvenue dans Semaine en 45. Oui, merci beaucoup d'avoir songé à nous pour que nous puissions échanger les dossiers relatifs à la République. Premièrement, vous avez parlé des 100 jours de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, chef de l'État, ainsi que de ce dossier sur la surfacturation ou détournement dans le cadre de projets d'adduction d'eau potable, ainsi que des lampadaires solaires qui devaient être placés dans la ville-province de Kinshasa. Exactement. Et de l'autre côté, nous allons aussi échanger avec Jacques Dromois, qui est analyste économique et politique. Jacques Dromois, bienvenue dans Semaine en 45. Merci beaucoup. Merci également aux nombreux téléspectateurs pour essayer d'être éclairés quant aux différents problèmes que vous avez soulevés, les problèmes qui font couler beaucoup d'encre et de salive. Et nous osons croire qu'à l'issue de cet entretien, de cette émission, ils pourront en retenir quelque chose. Et j'en profite pour saluer mon collègue, mon ami Mpiana. Pour ceux qui ne le savent pas, nous avons été ensemble au campus à l'Université de Kinshasa, à la fac des sciences éco. De la première année graduée jusqu'au terminal. Les retrouvailles alors. Et donc nous allons commencer par le 101er jour du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, 100 jours à la tête de la nation congolaise. Comme le veut la tradition, évidemment, partout dans le monde, il faut donc faire un bilan et aussi donner des perspectives à venir du président de la République. En 2019, si je ne me trompe pas, puisqu'il s'agit bien de 2019, on remonte le temps. Patrick Piana, je commence avec vous. Le président de la République, en mars, au lancement de ses programmes, disait « Les actions d'urgence de mes 100 premiers jours vont porter en priorité sur le secteur sécuritaire, politique, social, économique ». On a vu qu'il y a eu un procès qui s'est émaillé en cette année-là, avec ces fameux procès 100 jours. Aujourd'hui, peut-on dire que le président a bien fait ou il a eu raison de ne pas donner un nouveau programme, un peu comme en 2019? Bon, je crois que dans un premier temps, ce qu'il faut savoir, même en 2019, est-ce qu'il s'agissait des 100 premiers jours ou il s'agissait d'un concept 100 premiers jours? Si je dis ça, c'est par le fait que le projet en soi... Il partait dans cette logique-là. Oui, j'ai dit le projet en soi des 100 jours n'a pas été lancé dès lors que le président de la République a été élu. Exactement. C'est-à-dire que le projet a été recalé. Je me souviens, à cette époque-là, j'étais à Dubaï, j'ai suivi l'activité en direct sur l'échangeur de la ville-province de Kinshasa. Je crois que c'était au mois d'avril. Et à cette époque, le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, c'est lui qui avait fait le speech avant le lancement des travaux. Et à l'issue de ça, c'était au mois de mars. Oui. Et à l'issue de ça, il y avait un programme qui a été établi, qu'on a dénommé le programme 100 jours. Mais ce qu'il faut retenir, est-ce que
tout ce qu'on a eu comme résultat escompté en termes de programme des 100 jours avec la présidence de la République et le gouvernement qui était sortant à l'époque avec l'ancien membre de l'UDPS, Kissa Tchibala, est-ce qu'il faut encore prendre le même risque aussi longtemps que nous savons que le gouvernement actuel, Samalou Kondé, est sortant? Parce que le président de la République, nous sommes dans un régime constitutionnel semi-présidentiel, semi-parlementaire, c'est-à-dire qu'il faudra que nous puissions avoir un gouvernement responsable qui prendra le risque d'engager cette République pour ne pas tomber dans les erreurs de ce qu'on a vécu avec le projet 100 jours avec l'incarcération à cette époque-là de M. Vital Kamerhe, qui a été notre aîné à la faculté. D'ailleurs, il nous a donné les TP avec le professeur Kabiachoukou, les TP d'économie politique. Mais au regard de ce qui s'est passé, quelque part, nous, Congolais, là, on a une spécialité. La spécialité, tout ce que fait l'autre, il faut commencer d'abord par diaboliser et on finit par victimiser, c'est victimiser. Ça, c'est vraiment une des particularités des Congolais. Bon, maintenant, aujourd'hui, allons-nous parler encore de 100 jours parce que le président a été élu le 20 janvier. Et depuis que le président a été élu, il a lancé un discours, il a lancé son programme. Exactement. Qui est axé sur, qui est basé sur 6 axes. Et jusqu'à ce jour, depuis que Mme Judith Suminwa a été nommé Premier ministre, je pense que si on doit parler réellement de 100 jours, il faudra que nous puissions être patients à ce que la dame puisse mettre en place son équipe gouvernementale. Mais le fait que la tradition veut que quand le président prête serment, à dater de ces jours, on commence à compter les 100 premiers jours du président. C'est un peu une tradition planétaire. Non, c'est une tradition occidentale qui nous a été imposé. Nous devrions donc changer le chose. Non, ce qu'on doit faire d'abord dès le départ, si nous voulons nous soumettre à cette tradition occidentale, parce que le président à lui seul ne peut rien, c'est le gouvernement en fait qui engage l'exécutif, qui emploie la République dans des différents projets. C'est-à-dire, il faudra que nous puissions réadapter notre constitution par rapport à ça. Prenons le cas du Sénégal. Le régime de l'autre côté est présidentialiste. Parce que le régime présidentiel n'existe qu'aux États-Unis. Ce régime-là est présidentialiste. Une fois que le président a été élu, je crois une semaine après, il y avait un gouvernement. Il nomme le Premier ministre et voilà, il nomme le Premier ministre, ainsi de suite. Donc comprenez que c'est différent. Alors si aujourd'hui on doit encore retomber dans dans les concepts de 100 jours, sans pour autant qu'il y ait un gouvernement responsable, alors que l'actuel gouvernement ne sait plus engager l'État. Même vous entrez dans un cabinet ministériel, lorsque vous observez la façon dont fonctionne un cabinet, il y a 2 comptabilités. Il y a la comptabilité financière et la comptabilité des engagements. Et l'engagement, c'est dans les sphères du ministre. Par contre, la comptabilité financière, c'est dans les sphères du comptable public assermenté et principal. Donc, comprenez que si et seulement si on doit prendre encore de projets avec aujourd'hui la présidence de la République où certains membres sont élus aussi députés ou sénateurs, donc comprenez qu'on risque de tomber dans une cacophonie. Et moi, je souhaiterais que les communs des mortels puissent se patienter, que nous puissions être en face d'un gouvernement responsable qui serait cette fois-ci dirigé par Mme Judith Suminwa. Jacques Dromois, vous êtes analyste économique et politique. Le 100 premiers jours de Félix-Antoine Tshisekedi sont là. Pour certains, c'est mitigé. Pour d'autres, le bilan est tellement négatif. Quel tableau peindre selon vous par rapport à ces 100 premiers jours de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Moi, je pense qu'on ne peut pas tabler sur un vide. Le gouvernement n'existant pas, il n'y a aucun programme qui est implémenté. Vous allez tirer une conclusion sur base de quoi? C'est ça la vraie question. Cette notion-là des 100 jours, je pense que d'emblée, c'est une notion théorique parfois, qui ne s'applique pas dans toutes les situations. Pour que nous parlions de 100 jours, nous devons voir l'institution gouvernement en ce qui nous concerne, étant donné le régime qui est le nôtre, soit mis en place et que ces derniers, sur base de son programme, soient investis par le Parlement et que l'on commence à lui compter des jours. Il n'y a pas de programme qui est mis en branle actuellement, il n'y a rien du tout. Comment peut-on tirer une conclusion sur les 100 premiers jours de l'exercice du pouvoir? C'est comme ça que moi je parle d'un vide.
Il n'y a rien, donc on ne peut pas tirer des conclusions là-dessus. Il est vrai que d'aucuns disent que nous avons pris du retard. Certes, moi je suis de cet avis-là. Mon collègue Mpiana a dit, en comparant avec le Sénégal, qu'ils sont évidemment dans un régime présidentialiste, certes, mais nous ici, nous sommes dans un régime parlementaire que d'aucuns essayent d'approximer avec un régime semi-présidentiel. Mais il faut noter que le président ainsi que son régime ont eu la majorité écrasante. La logique aurait voulu que les choses aillent un peu plus vite par rapport, disons, à la première mandature où il y avait, comme on dit, il était dans l'obligation de composer avec une autre famille politique. Mais cette fois-ci, le président n'est pas dans la cohabitation. Le président contrôlant la majorité du Parlement. Je pense qu'avec un minimum de bonne volonté, les choses devraient aller un peu plus vite pour qu'on ne vive pas ces vides actuels qui occasionnent beaucoup de conséquences néfastes sur le vécu quotidien des Congolais. Mais hélas, nous sommes là. C'est comme ça qu'on est en train de dire, on ne peut pas, pour quelqu'un qui connaît comment fonctionne un système, commencer déjà à tirer les conclusions ou à faire un bilan. Il n'y a pas de bilan à faire, malheureusement, parce que le gouvernement, les institutions n'ont pas encore terminé à être installées. Il en reste le gouvernement qui doit être mis en place. Et encore qu'une fois ce gouvernement mis en place, ce gouvernement devra aller se présenter devant le Parlement pour faire valider son programme et être investi. C'est à ce moment-là que l'on peut commencer à compter. Revenons un peu sur ce que vous venez de dire, la cohabitation FCC-Cash, puisque dans le temps, on disait c'était l'ombre de son prédécesseur, du prédécesseur de Félix-Antoine Tshisekedi, qui planait toujours pour bloquer l'avancement du pays, s'il faut le dire avec des termes simples. Aujourd'hui, l'UDPS dirige librement, il faut le dire ainsi, il n'y a pas de FCC, il n'y a pas de cohabitation ou de coalition. Comment alors comprendre ces blocages et comment comprendre ces manques d'avancement du pays pour mettre en place un gouvernement? Moi, je considère cela comme étant un langage politicien. Hein? D'aucuns parleraient des faux fuyants pour ne pas assumer ses responsabilités. Hein? À l'époque, on parlait de cela, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui justifie? Moi, je pense que le vrai problème aujourd'hui, comme nous avons dit, le problème, il est systémique. Le président peut trouver l'oiseau rare. Comme à l'instant, on parle de Madame Judith, personne ne peut remettre en cause ses compétences. Je pense qu'il a eu à les démontrer partout où elle est passée. Mais évoluant dans un système où il y a trop de pesanteurs, Madame risque de ne pas donner les résultats qu'on attend d'elle. C'est comme ça que nous sommes en train de dire que le président de la République est pratiquement à son dernier mandat. Il va falloir qu'elle laisse à la dame le main libre pour que cette dernière puisse choisir la personne avec qui elle va travailler pour que son programme, n'oublions pas que le président de la République a vendu à la population un programme qui doit être mis en musique. Mais ce programme ne pourra être mis en musique que par une personne qui a le main libre, qui peut tout contrôler, qui peut s'assurer que le programme du président de la République sera bel et bien implémenté pour que la population puisse en récolter le résultat. Sinon, ça va être difficile. Nous risquerons de vivre ce qu'on a vécu avec M. Samalou Kondé. Et d'aucuns parleraient même par la suite d'un Samalou Kondé bis. C'est ça notre crainte. Comme lui-même a eu à le dire lors de sa prestation de serment, qu'il éviterait de commettre les erreurs du passé. Nous lui concédons les bénéfices des doutes, comme on dit, et qu'une fois que le gouvernement sera mis en place, Madame Souminois, c'est ça, excusez-moi, de massacrer son nom, Madame Souminois, pourra bénéficier, comme on dit, de l'appui du président pour que ces programmes soient mis en place. Vous savez, les vrais problèmes avec nous, c'est quoi? Il y a toujours des programmes, il y en a plein. Quand vous allez dans les différents tiroirs, vous en trouverez. Mais c'est l'implémentation. L'implémentation et le résultat attendu. S'il y a les résultats, vous allez voir que la population sera contente. S'il n'y a pas de résultats, c'est à ce moment-là que vous allez voir certains politiciens commencer à chercher
des prétextes pour justifier l'échec. Malheureusement, ça se passe ainsi. Patrick Piana, vous aurez à rebondir sur ce que vient de dire Jacques Dromois, mais nous avons vu le président de la République en France, quand il était encore en France, puisque la visite a officiellement pris fin, il a rencontré la diaspora congolaise, où il a eu à redire encore ses axes prioritaires pour la République démocratique du Congo. Il a notamment parlé de la situation sécuritaire à l'est de la République, il a fait le point sur l'éducation, l'économie et j'en passe. Aujourd'hui, qu'est-ce qui manque évidemment au président de la République pour mettre en évidence tous ces projets qu'il a? Puisque nous avons vu pour plusieurs observateurs en 2019, jusqu'à ce que son premier mandat puisse prendre fin, le président n'a pas eu à tout réaliser. Qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui où nous parlons pour que le président puisse réaliser tous ces projets? Non, effectivement, il n'y a pas un président de la République qui pourra tout réaliser parce que le président Trump a fait 4 ans de pouvoir, maintenant il se bat encore pour revenir. Parce mais la majeure partie... Non, c'est ce que vous pensez. C'est parce qu'il n'avait pas tout fini. Il n'avait pas tout fini et parmi ces réformes, lorsqu'il fallait construire le mur entre les États-Unis et l'État mexicain, je crois que Biden a emboîté le pas et quelque part, Trump s'est dit que voilà, cette fois-ci on a suivi ce que je dis. Ça signifie que lorsqu'on gère la République, il faudra ce qu'il y ait cet exercice-là de redevabilité. Pourquoi cette redevabilité? Vous savez, notre population souffre des limites. On doit d'ailleurs se poser des questions. On doit analyser notre environnement, notre société. En 1960, on avait une carence des cadres universitaires. Mais maintenant, c'est chaque 6 mois qu'on a des diplômes, des gens qui sortent avec des diplômes, mais on se pose des questions. Est-ce qu'il y a combien d'intellectuels? Est-ce qu'il y a combien de gens qui réfléchissent? Mon co-débatteur, qui est mon ami et mon collègue, dira que non, il y a un problème d'implémentation et un problème des résultats attendus. On attend ça de qui? On attend ça de quel peuple? On attend ça de quel dirigeant? Mais c'est lui qui donne la vision, c'est le président. Non, le président donne le temps et la vision. Ah, effectivement, dans la logique des choses, même lorsqu'on gère une entreprise, il y a ce qu'on appelle les politiques. C'est ça, dans les niveaux de la vision, il faut mettre en place des stratégies, mais dans l'exécution, il y a ce qu'on appelle des tactiques. Je peux te donner un exemple simple. Moi, je suis Chambouille. J'ai des jumelles, mais je te dirais, parmi mes jumelles, il y a déjà une qui était lancée par rapport à l'autre. Et en termes d'exécution, comme nous disait notre professeur commun, le professeur Kinzonzi, paix à son âme, d'heureuse mémoire, un grand professeur qui nous a formés en comptabilité, lorsque vous êtes en présence de des jumeaux, pour rien qu'enregistrer les opérations comptables, et bien que le dé puisse faire les sciences comptables, vous verrez qu'un va terminer avant l'autre. Ça veut dire que l'habilité. Raison pour laquelle j'ai toujours dit que lorsqu'on dit qu'en grosso modo, Sama Lukonde a échoué, moi je dis non. Quelque part, il y a eu quand même des avancées, mais pas à un rythme tel que souhaité par le peuple. Parce que si on doit parler gratuité de l'enseignement, moi et Jacques, on a suivi le cours avec le professeur qui nous donnait le cours des relations internationales, le professeur Baza, lorsqu'il fallait épingler l'État américain par rapport, les travailleurs américains par rapport aux autres travailleurs. Ce qui fait la force des États-Unis est qu'un simple basketteur doit être recruté à l'université. Et si vous partez au Bénin, vous verrez que pour être coiffeur, il faut passer d'abord par une école d'apprentissage, ce qui n'est pas le cas chez nous. C'est-à-dire, avec cette gratuité, je pense que c'est l'occasion de réorienter pour que nous puissions avoir des enfants qui, à long terme, seront en mesure d'implémenter un projet, de mettre en place... Sauf que plusieurs analystes diront que c'est fait à la va-vite. Non, ce n'est pas fait à la va-vite. Ce qu'il faut reconnaître est qu'on est en retard par rapport aux autres nations. Il faut toujours se comparer par rapport aux autres. Si on vous dit que la gratuité de l'enseignement a été faite à la va-vite, il ne faut pas croire à ça, parce que c'est depuis 2006 que cela a été mentionné dans notre constitution. Et puis en RDC, on a des problèmes d'ordre structurel. Vous savez comment on résout le problème d'ordre structurel? Toi, tu diras qu'il n'y a pas de courant parce que la SNEL n'a pas bien fait son boulot. La SNEL te dira que je n'arrive pas à bien faire mon boulot parce qu'à l'époque où il y avait un très bon courant, parce que c'est la commune délimitée avec la zone industrielle qui prenait en charge tout ce que toi tu consommais comme courant. Et actuellement, il y a moins d'usines. Maintenant, toi, ménage là, tu ne payes que la facture de $200 et de $20 le mois, mais tu voudrais consommer le courant comme en Europe où la facture
voici tout autour de 400 €, 350 €. On n'aura pas le même service. On n'aura pas le même service si on n'arrive pas à s'assumer étant que peuple, si on n'arrive pas à changer la donne étant que peuple, à prendre la décision de dire que le fautif c'est nous d'abord. Je te dis, rien ne changera dans ce pays. Le chef de l'État peut être l'initiateur, le savant des projets magnifiques. Les responsabilités aussi sont partagées. C'est ce que je dis. La première des choses, c'est à nous, peuple, d'assumer. C'est la toute première fois dans l'histoire de cette République que moi, j'ai vu quelqu'un être élu gouverneur d'une province, et une province où il n'y a que des gouverneurs que j'ai vus, c'était des intellos. La toute première fois. Je ne veux pas citer la province, mais le monsieur avait du mal à lire. Je me pose des questions. S'il n'arrive pas à lire, comment il pourra écrire et analyser un projet de développement? Ce sont des failles alors à la tête de la Effectivement, nation. c'est à nous, la population, dès le départ. Lorsque nous choisissons les députés provinciaux, Mais est-ce que ce qui n'est pas la ne feront pas... responsabilité du pouvoir en place? Non, non, la première des choses, même s'il faut... Une question a été posée au président de la République pour qu'on change cette constitution. Il a dit qu'il ne faut pas faire de moi d'un dictateur. Mais je souhaiterais que le changement là soit le fruit de la volonté du peuple. Si nous passons à la télé, c'est pour que nous puissions mettre à niveau nos concitoyens pour que lorsqu'on va demander chambardement de certains articles de la Constitution, parce que le reste, il y a de ces articles qu'on doit observer, mais il y a de ceux-là qu'on doit chambarder, par exemple l'article 217. Où nous sommes censés céder une partie de notre souveraineté au profit de l'Union africaine. C'est écrit nulle part dans n'importe quel pays, rien qu'en République démocratique du Congo. Donc comprenez que s'il faut analyser la chose, s'il faut faire changer, moi j'ai toujours dit, dans ces pays, moi j'ai connu une situation où le peuple a râlé et la politique a réagi. C'était lors du dossier Covid. Tout est parti dans les réseaux sociaux. N'allons pas dans les réseaux sociaux pour mésinformer la population ou désinformer les histoires, mais amenons la bonne nouvelle pour aider notre environnement et notre société. Merci Patrick Piana. Jacques Dromois, puisque les responsabilités sont partagées, le gouvernement a sa part des responsabilités, tout comme la population. Mais est-ce qu'aujourd'hui, avec tout ce que vivent la population congolaise et quinoise en particulier, peut-on nous dire avec hargne que le gouvernement reconnaît ses failles et le gouvernement s'est dit d'améliorer à long terme ou à petit terme c'est que la population vit en ce moment? Merci beaucoup encore pour cette énième question. Vous devez noter que lorsqu'il y a des soucis dans une famille, on a toujours tendance à tirer à boulet rouge sur le papa. Et il y a même un adage qui dit qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il y a toujours des mauvais chefs. S'il est certes que la population a sa part de responsabilités, mais cette population est gouvernée. Il y a des institutions qui sont mises en place pour que la population soit conduite, soit l'idée. Mais si au niveau de ces institutions, il y a des failles, on se rend compte que les institutions n'arrivent pas à donner le meilleur d'elles-mêmes, il en va de soi que la population va se comporter comme bon lui semble. Prenons l'exemple que Piana a donné de l'électricité. Vous vous souvenez qu'à l'époque, la population de Kinshasa était à une certaine taille, à un certain niveau. Nous étions environ 2 millions, 3 millions, 4 millions. Aujourd'hui, cette population est à 15 millions, 17 millions d'après certaines statistiques. Bien, non encore vérifiées jusqu'à aujourd'hui. Mais vous allez voir qu'en termes d'infrastructure, rien n'a changé. Les cabines électriques qui étaient construites à l'époque où on était à 2 millions, 3 millions, sont restés pratiquement les mêmes. Alors que les besoins en électricité a augmenté, exponentiellement augmenté. Et aujourd'hui, comme c'est un besoin de survie l'électricité, si moi j'en ai pas, j'aurais tendance à me connecter d'une manière ou d'une autre chez le voisin. Vous comprenez? Et ça va créer des surcharges et à la longue, c'est tout le monde qui n'aura pas de courant. Mais pourquoi on en arrive là? C'est parce que quelque part, au niveau des institutions, on n'a pas prévu que les besoins vont augmenter. Il faut prévoir aussi l'augmentation du nombre de cabines, prévoir l'augmentation par exemple des nombres d'habitations pour que ces problèmes qu'on voit venir, qui est déjà
pire aujourd'hui et demain, je ne sais pas, si rien n'est fait, je pense qu'on risque de ne plus avoir de l'électricité dans la ville de Kinshasa. Et quand je parle de la ville de Kinshasa, je ne parle même pas des provinces parce que déjà, dans certaines provinces, l'électricité n'existe pas. Voyez-vous, l'importance, les rôles des institutions par rapport aux besoins de la population. C'est ainsi que nous disons, certes, la population a sa part des responsabilités, mais nous voyons plus ceux-là qui sont appelés à prendre les dispositions, ceux-là qui sont payés par rapport aux taxes et aux impôts que la population verse. N'est-ce pas? Et je dirais encore, je renchérirais encore qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. C'est que le chef, président de la République, dans la responsabilité pas nécessairement, le président de la République, puisque c'est lui le chef. Quand ça ne marche pas dans un pays, on a tendance à voir que toujours le président de la République, ce qui est tout à fait normal, personne ne pourra le dire. Mais si à son niveau, il fait sa part et que les autres ne le font pas, à ce moment, ça devient un peu difficile. Vous comprenez? Ça devient difficile dans la mesure où comme nous disons, prenons les cas que nous allons évoquer tantôt, les cas de forage. Certes, le président est au-dessus, mais c'est un secteur qui lui échappe. Quand je dis échapper, ce n'est pas lui qui les gère directement. Exactement. La personne appelée à gérer ce secteur-là, la gérer de quelle manière? Alors, on pourra reprocher le président de la République quand les sanctions ne suivent pas. Il a appris qu'un tel ministre n'a pas bien fait son boulot. Quelles sanctions le président lui a réservées? Parce que si le président ne sanctionne pas, en définitive, ça va se retourner contre le président. En disant, mais oui, ce n'est pas vous qui avez exécuté, mais vous êtes le chef. Je suis convaincu parce que, en tant que premier citoyen de la République, d'ailleurs, la personne la mieux informée de la République, c'est le président de la République. Exactement. Il est au parfum de ce qui se passe dans les différents secteurs. Mais si lui ne sanctionne pas, ne rappelle pas à l'ordre ses brebis, ben, en définitive, je pense que c'est vers lui que les gens vont tirer à boulet rouge. Avant de prendre de perspective avec Patrick Piana, je finis donc ces sujets avec vous. Sur les perspectives, croyez-vous que tout ce que le président a eu à émettre comme axe prioritaire, il aura à les concrétiser durant ces 5 ans? Laissez-moi vous dire que je ne dirais pas qu'il le ferait à 100%. Mais s'il peut arriver à le faire à 60%, 50% déjà, ça sera un début. Ça sera une bonne chose parce qu'il est sûr qu'il ne saura pas les terminer. Je suis convaincu. Mais s'il peut se focaliser sur 2-3 axes et qu'il le fasse en entièreté, ça sera déjà une réussite totale. Après lui, il y aura une autre personne parce que moi, nous croyons à la continuité de l'État. Ceux qui viendront pourront continuer là où il aura arrêté. Mais il va falloir qu'on commence. On ne peut pas tout embrasser, peut-être les moyens ne les permettront pas, mais il faudrait qu'on se focalise sur 2 ou 3. Il y en a 6, si on peut se focaliser sur 2 ou 3, affecter le maximum de ressources et qu'on puisse avoir les résultats escomptés, ça serait déjà une réussite. Sinon, on risquera de rester sur nos soifs et de penser que bon, le président ne fait rien. Bon, quand je dis le président, moi je vois son gouvernement. Le gouvernement, bien exactement. Sûr. Patrick Piana, la même question. Bon, moi je pense que si vous avez suivi le président de la République déjà au mois d'octobre 2018, ce qu'il avait avancé comme programme de gouvernance pendant son premier quinquennat, vous allez vous rendre compte qu'en termes de réalisation, je crois que le président était dans le chemin de ce qu'il avait prévu. C'est-à-dire d'abord mettre l'homme au centre. En mettant l'homme au centre, on a appuyé sur la gratuité de l'enseignement et à la fin du mandat, on a appuyé sur la couverture santé universelle dans son relais couverture maternité. Ce qui est vrai, ce sont des nouveau-nés qui finiront toujours par grandir, mais c'est à nous d'accompagner. Et entre autres, il y avait un problème de créer l'économie inclusive. Pour créer cette économie inclusive dans un pays qui est désenclavé, il a fallu d'abord mettre en place un programme qui va permettre de désenclaver la République. Raison pour laquelle il avait déjà songé à un programme sur le développement des 145 territoires. La dynamique est en mouvement et comme ça sera en continuité pour le mandat actuel, je pense que si nous lui faisons confiance et que nous l'accompagnons aussi et que nous puissions aussi participer. Il y a question de faire confiance, mais il y a aussi question de participer. Donc il faudra que nous puissions participer avec notre intelligence, notre force physique, notre efficacité marginale en termes de travail. Je pense que nous y arriverons. Mais ce qui est vrai, ça sera difficile à un président de la République qui est humain comme toi et moi d'atteindre le 100%. Ce qui est vrai.
le plus important vous pour nous, dédouanez le président en avance. Non, si nous arrivons à atteindre au moins, ne fût-ce que 50 à 60% de ce qui est prévu, même au regard de la loi de Pareto, si vous observez cette loi, lorsque vous arrivez déjà à atteindre 80% de ce qui devait être fait, c'est déjà un coup de chapeau, ce qui n'est pas facile. Donc, il y a, il y a le programme du gouvernement qui serait mis en place par Mme Souminois. Tout est fonction de la logique de programmation et d'exécution de ce qui doit être fait. Nous croyons donc que ça sera le cas dans des jours à venir. Et nous passons donc à cette deuxième thématique qui ne cesse d'écouler l'encre et salive. Il est donc question en ce moment de parler de Firmin Vendée, qui est le procureur général près la Cour de cassation, qui a eu à émettre dans une correspondance cette interdiction de Nicolas Kazadi ainsi que du ministre du Développement Rural François Roubota et Guy Mikoulou de ne pas quitter Kinshasa, la capitale, parce qu'il y a donc une procédure judiciaire. Donc la justice de la République démocratique du Congo s'est saisie de cette affaire de présumée surfacturation dans ces dossiers des lampadaires qui devraient normalement éclairer la ville-province de Kinshasa, et en même temps, ce qui en tout cas laisse tout le monde perplexe, c'est 400 millions de dollars décaissés pour le forage en milieu rural. Dans un briefing presse, le ministre Nicolas Kazadi a rejeté toutes ces allégations de surfacturation et il précise qu'il n'a eu qu'à décaisser 80 millions de dollars qui, normalement, devraient être répartis en 5 tranches. Il dit aussi, il rejette aussi ces projets qui remontent du gouvernement Sylvestre Ilunkamba. Alors, Jacques Dromois, vous êtes analyste économique et politique. En entendant tout ce qui se passe autour de ces dossiers fourrage et lampadaires, qu'est-ce que vous pouvez apporter comme éclairage dans ce qui aujourd'hui est qualifié d'un feuilleton? Oui, merci beaucoup encore. Il est vrai qu'aujourd'hui la justice s'est saisie du dossier, ce qui est une très bonne chose pour essayer un peu d'éclairer le lanterne des Congolais, parce que il y a beaucoup de choses qui se racontent là-dessus, hein, certes. C'est un projet historiquement qui a commencé depuis 2021, dans un contexte particulier, il faut qu'on se le dise. Nous étions pendant la période de Covid. D'où l'urgence d'implémenter ces forages afin de réduire la propagation de cette pandémie qu'on a appelée, n'est-ce pas? Et c'est dans ce contexte-là, comme contexte d'urgence, nous sommes en 2021. Vous allez vous rendre compte que ce projet n'a pas été implémenté en 2021. Donc, l'aspect urgence a cessé de l'être. C'est en 2023 on commence à implémenter ces projets. À l'État, moi, à la place du ministre des Finances, j'allais demander d'abord la mise à jour. Exactement. Des informations, parce que 2021, jusqu'à ces jours, nous sommes en 2023, il y a beaucoup de paramètres qui ont changé. Exactement. L'urgence n'y est plus. Donc on allait prendre tout le temps de pénétrer, de s'assurer que les informations nous données par, bien que c'est un projet qui a été adopté et que la DGSMP avait donné son avis de non-objection, parce que le contexte c'était celui des Covid. Donc aujourd'hui nous ne sommes plus pendant la période de Covid, il n'y a plus d'urgence. Donc il aurait fallu qu'on revoie un peu ces projets, qui est des avenants, pour qu'on arrive à comprendre et à connaître le vrai coût de ces projets. Le ministre des Finances, moi je l'appelle le gardien du trésor public. C'est lui qui est le gardien du trésor public. Quels que soient les dossiers qui lui arrivent, l'engagement étant, on lui demande de payer, il a l'obligation de s'assurer que ce qu'on lui demande de payer est conforme à la loi et que les procédures ont été respectées et que le dossier est complet. S'il y a et que le résultat un soupçon, quelque part,
des détournements ou des surfacturations. Il l'arrête. C'est ce que son prédécesseur a fait. L'ancien ministre des Finances n'avait pas exécuté, je pense que parce qu'il n'avait pas maîtrisé les dossiers. Quand vous allez, on vous donne le coût d'un forage qui tournerait autour de 270 000 $ américains. Voire 300. Voire 300 d'après certains. Là-dedans, on se rend compte qu'il n'y a pas seulement l'infrastructure forage. Quand vous lisez le projet, j'ai eu le temps d'y entrer. On dit même qu'il y a l'aspect distribution qui n'est pas détaillé dans ces projets-là. Ces projets, dans sa première phase, devraient concerner 10 provinces. En raison de 20 forages par province. Ok. Ouais, il faut lire les projets parce que j'ai pris quand même le temps pour ne pas tomber dans les erreurs commun des mortels. J'ai eu le temps de lire ces projets. C'est un projet qui devrait, dans un premier temps, desservir 20 provinces. Pardon, 10 provinces en raison de 20 forages par province. Là où il y a des soucis, c'est quoi? C'est les coûts et le paiement qui s'en est suivi. Si vous lisez le projet, on vous dit que c'est un projet qui était un projet de préfinancement. Ça veut dire que c'est le fournisseur qui devrait d'abord exécuter avec ses moyens, quitte à présenter les factures à la République pour être payé. Alors, comment on est passé d'un projet de préfinancement à un financement en mode d'urgence? C'est là où il y a des soucis. C'est là où on se pose, on se dit qu'il y a quand même soupçon de prévarication. D'où l'intervention de la justice pour qu'on essaye d'éclairer les lanternes. Donc à ce stade-là, moi je suis en train de dire que le ministère de la Justice a du pain sur la planche pour essayer d'éclairer les lanternes des Congolais. Puisqu'il s'agit d'une affaire de millions et de millions qu'on aurait pu donner à la Régie des eaux. Pourquoi pas? Parce que la Régie des eaux existait. Pourquoi a-t-on quitté une structure formelle qui existe pour une structure, je ne dirais pas informelle, informelle dans la mesure où ça échappe au gouvernement, n'est-ce pas? Pourquoi on s'est comporté de la sorte? Donc ça sera à la justice de nous éclairer là-dessus et que je suis convaincu que s'il y a, comme on dit, des preuves de prévarication, ces personnes seront vraiment sanctionnées pour servir d'exemple. Merci Jacques Dromois. Patrick Piana. L'IGF rejette la faute sur le ministre des Finances, le ministre des Finances rejette la faute sur le gouverneur de la ville de Kinshasa et ça devient un jeu de ping-pong. On ne sait pas qui dit vrai, qui dit faux. En même temps, on se pose la question, il y a à boire et à manger dans cette affaire, qui a eu à faire quoi pour que ces dossiers-ci ne puissent pas connaître le résultat voulu. Quelle est votre analyse? J'ai toujours dit que vous, la presse, vous avez un rôle à jouer. Tout est parti de la presse, avec votre collègue de Selon la Politique. Est-ce qu'il a donné la bonne information ou la mauvaise information? Lorsque vous parlez de 400 millions, prenons le 20% des 400 millions, c'est combien? C'est 80 millions. Et si on avait donné une avance de 80 millions... C'est ce que le ministre... Oui, si on avait donné une avance de 80 millions, c'est dans le terme de ce que demande la loi des marchés publics. Donc là, déjà, il n'y a pas de problème. Ça, c'est de 1. De 2, lorsqu'il y a un projet, le projet commence où? Nous sommes dans le marché public. On a eu un cours de droit administratif, moi et lui, avec le professeur Tabala, je crois. Ou bien comment ça le colonel qui venait de la faculté de droit. Oui, je vois encore. Écoute, les noms, non, pas Boula, je vois. Donc, écoute, on a derrière les temps. C'est-à-dire, lorsqu'il y a un projet, il y a ce qu'on appelle la cellule de passation, qui est l'autorité contractante. Tout commence par là. Et cette cellule dépend d'un ministère à un autre. Lorsqu'il s'agit de l'hôtel de ville, en ce moment-là, il y a un mandataire de budget qui s'en occupe. Et lorsqu'il s'agit de développement rural, c'est la cellule de passation qui contacte le fournisseur. Et avant d'évoluer, pour qu'on signe un contrat des marchés publics, on doit aller voir la direction générale de contrôle de passation des marchés publics, encore le ministère de budget. Cela a été fait? Oui, cela a été fait parce qu'il y a un anneau. Il y a un avis de non-objection pour qu'on puisse signer ces contrats. Et vous devez savoir une chose. Si aujourd'hui la République a payé à Maïka Senga 27 millions, c'est parce que nous avons voulu boutiquer des histoires
de manière désordonnée. Nous sommes dans le droit au HADA. Dès que le contrat est signé, ce contrat-là devient définitif, exécutoire et exigible. Y compris lorsque je parle de l'exigibilité. Si vous ne payez pas ces fournisseurs-là, ils vont vous amener dans le tribunal de la Côte d'Ivoire et vous finirez par payer soit le triple. C'était un contrat de 400 millions, mais on peut atteindre 1 milliard. Parce qu'ils diront que nous, on avait mis en marche tout ce qu'il fallait. Mais pourquoi n'est pas c'est ce que je dis. Non, ce qu'il faut savoir est qu'on a libéralisé ces secteurs d'eau potable. La régie des eaux, c'est une entreprise. La régie des eaux ne peut pas se substituer partout. C'est depuis des années que nous parlons qu'il y a un problème d'eau. C'est une entreprise publique. Donc c'est pour vous dire que maintenant, où est-ce qu'on doit situer la surfacturation? Est-ce que c'est dans le chef du ministre des Finances? Ce qui est faux. Vous pouvez appeler un inspecteur des finances ici, vous appelez la direction générale de contrôle des marchés publics ici, il sera incapable de vous dire que le ministre des Finances a surfacturé. C'est un journaliste qui a parlé. Mais appelez maintenant les techniciens qui vous diront, parce que, qui ne vont pas me contredire. Et lorsqu'il y a paiement en mode d'urgence, l'urgence ne signifie pas tout simplement qu'il y a des gens qui meurent là-bas, il faut payer. Lorsqu'un fournisseur a importé ces histoires, il vous dit, bon, maintenant moi j'ai importé, je ne sais plus évoluer parce que vous deviez me donner l'avance. C'est contractuel. Si vous ne me donnez pas l'avance, il y a la surestarie. Je crois que vous avez suivi M. Bachili. Exactement. Lorsque vous avez suivi M. Bachili, il a présenté sa facture. En termes de coût d'importation, il y a la surestarie. Vous savez ce que signifie la surestarie? C'est-à-dire les marchandises sont arrivées, il ne sait plus le faire dédouaner et la douane commence à lui facturer des pénalités. Maintenant, pour éviter tout ça, cette faute non, c'est ce que je dis. À qui incombe? Non, c'est ce que je dis. La gestion des marchés publics, il faut d'abord rentrer à la direction générale de contrôle de marchés publics. Surtout s'il s'agit d'un marché national, l'équitus vient d'où? Du Premier ministre? Le gouvernement a eu à débloquer cette somme ou pas? Non, le gouvernement a débloqué la somme quand? Il faut se poser la question. J'ai suivi M. Batili, ces histoires sont ici à Matadi. Mais il y a la surestarie à payer. À qui la faute? Ah voilà, c'est ça où on dit que la justice doit faire son travail. Le ministre des Finances, l'Argentine nationale a débloqué l'argent ou pas? L'Argentine nationale, débloquer l'argent, ce n'est pas un péché. C'est le travail de ce qui doit être fait. Lui, c'est la régularité. Est-ce que dans ces contrats, il y a eu un avis de non-objection? Oui. Est-ce que le ministre des Budgets avait validé? Oui. Pour payer en procédure d'urgence, vous savez comment ça s'est fait? Il ne faut pas le dire comme ça. C'est au Conseil des ministres. C'est l'entité sectorielle qui vient présenter les dossiers. Voilà, nous sommes bloqués. Ils évoquent les raisons. Lorsqu'on avait posé la question au gouverneur Ngobila, pourquoi ce lampadaire-là coûterait 5 000 $, il vous dira, plus de 5 000 $, il vous dira que c'est spécial. C'est spécial, c'est pour combattre le Koulouna. C'est pour justifier déjà les... Non, c'est pour justifier déjà le gré à gré. C'est parmi les raisons, pour justifier le gré à gré. Alors, avant de finir, parce qu'on va donner la parole aussi à Jacques Dromois, quand Nicolas Kazadi, ministre des Finances, dit... Quand il a vu ces dossiers, il a vu que c'était flou. Pourquoi il n'avait pas il ne peut pas arrêter les dossiers, c'est exécutoire. Mais puisque c'était flou, il pouvait voir clair avant de débloquer l'argent. Non, ce n'est pas à lui d'arrêter les dossiers. Il a écrit au ministre du Développement rural, il a écrit au gouverneur, raison pour laquelle le gouverneur, avec M. Batili, sont allés voir le ministre pour lui expliquer. C'est la toute première fois que je puisse voir un fournisseur présenter la structure d'écoute. Je n'ai jamais vu dans ce pays. Et il a donné même ses sources d'approvisionnement. Donc c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que lorsqu'il y a l'information, vous êtes journaliste, cherchez d'abord la bonne information. La procédure d'urgence signifie quoi? Au Conseil des ministres, on présente un dossier. C'est le Conseil des ministres qui instruit au ministre des Finances de payer. Et dès qu'il paye, ça ne s'arrête pas là. Il faut régulariser la procédure. Ce n'est pas le ministre des Finances qui va régulariser. Il faut faire ce qu'on appelle le bon d'engagement des régularisations. Avant de faire le bon d'engagement des régularisations, le contrôleur budgétaire du ministère concerné doit valider ce qu'on appelle les PV de réception. Donc c'est pour vous dire quoi? Il ne faut pas s'acharner sur un ministre,
Faisons confiance à la justice pour que la justice puisse nous aider, comme l'a dit mon frère Dromois. Donc, pour que la justice puisse nous aider, que de commencer à citer le nom d'un ministre comme si... Merci, Patrick Piana. Merci, Patrick Piana. Jacques Dromois, en quelques mots. Il faut dire que jusqu'à la preuve du contraire, ils sont présumés. Mais innocents. Voilà. Quelqu'un dirait même ils sont présumés aussi coupables. Bon, c'est discutable. Il est vrai, quand vous lisez, comme j'ai dit encore, vous lisez les contrats, il y a quelque chose qui attire l'attention, n'est-ce pas, sur le mode de paiement. Il était clairement dit dans ces contrats, parce que j'ai eu à le dire, que c'est un contrat en mode préfinancement. Donc le fournisseur devrait préfinancer cette première tranche-là et apporter le facture après qu'on se soit assuré de l'effectivité. Ça veut dire que réellement, les 200 puits prévus pour cette première étape ont été implémentés. Exactement. Voilà les factures, payons. Alors là, je ne comprends pas. Je dis, bon, on va laisser la justice faire son travail. Comment on lui a payé le 30 ou le 40% Non, c'est 20%. C'est 20% de cette première tranche. Alors qu'il est en mode préfinancement. Non, même en mode préfinancement, la loi n'interdit pas une avance de 20%. Nous touchons donc à la fin. Alléger votre trésorerie. La loi n'interdit pas ça. Non, on comprend dans le marché public. Oui, la loi n'interdit pas. Nous sommes déjà à la fin. La République est gérée à partir des lois. Patrick Piana, chaque groupe va définir. Et donc, nous allons donc prendre votre avis pour finir. Oui, mon avis, comme j'ai dit, il faut laisser la justice faire son travail. C'est à la justice d'éclairer le lanterne des Congolais pour qu'on sache réellement qu'est-ce qui se passe dans ces dossiers où il y a soupçon de prévarication. Merci Jacques Dromois, que je rappelle analyste économique et politique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Merci aussi à Patrick Piana, qui est cadre UDPS Tshisekedi. Merci d'avoir Économiste de formation. Économiste, j'ai dit c'est un collègue. C'est ensemble. Donc, en 45 de ces jours touche donc à la fin. Nous allons revenir la semaine prochaine avec un nouveau numéro, avec un nouveau sujet. Portez-vous bien dans vos demeures.